Mes élèves de terminale, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va donc encore une fois nous permettre de faire ce qu'on appelle une classe inversée. Ici pour clôturer définitivement et de manière un peu baroque ce chapitre consacré à la mondialisation et à l'internationalisation de la production. Pourquoi organisation un petit peu non traditionnelle? Tout simplement parce que nous avons fait l'intégralité de la partie 2 en classe et que à travers cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser la partie 1 de ce chapitre-là. Donc cette partie 1 que l'on va traiter aujourd'hui, que vous allez faire aujourd'hui notamment avec cette vidéo, le commerce international, de sa justification théorique à ses fondements techniques. Voilà pour le titre de cette partie 1. Avant de partir pied au plancher sur le contenu même de cette partie, d'abord un petit topo pour vous expliquer de quoi il va en retourner, de manière un petit peu à contextualiser et à délimiter les enjeux de cette première partie. Donc d'abord l'idée que le commerce international s'insère dans une doctrine économique et politique que l'on appelle le libre-échange. Nous allons voir dans cette partie que la mise en place du libre-échange s'est appuyée sur des travaux de théorie économique, mais aussi sur une volonté politique. Ça va être l'objet de notre grand A. Nous verrons ensuite que la mise en place de ce libre-échange a été permise, a été facilitée notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle par l'influence positive du progrès technique. Ce sera l'objet du grand B. Puis nous aurons une troisième sous-partie au cours de laquelle nous aborderons les externalités positives et négatives du libre-échange qui permettront alors d'entamer une réflexion sur l'existence du débat avec les visions protectionnistes. Et donc ça, ce sera l'objet du grand C. Commençons par le début. Première sous-partie, grand A. Vous pouvez le prendre en note sur votre cours. La longue construction théorique et politique du libre-échange au service du développement du commerce international. L'objet de ce grand A, c'est en fait l'objet d'une histoire, en quelque sorte. Et c'est une histoire qui remonte à il y a bien longtemps, une histoire qui commence au XVIIe siècle, en Europe, et plus précisément en France et en Grande-Bretagne. Voilà pour les contours un petit peu romancés. À cette époque-là, une doctrine économique est à la mode entre guillemets, hein, bien entendu. Il s'agit du mercantilisme. Cette doctrine, on pourrait la résumer davantage à des idées, à des conseils développés notamment par Jean-Baptiste Colbert auprès de Louis XIV. D'ailleurs, ce mercantilisme prend aussi dans la littérature économique le nom de colbertisme, qui est donc dérivé du nom du ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert. Colbert, alors ministre de Louis XIV, pense très clairement qu'il faut protéger les agriculteurs et les artisans nationaux. Il propose alors que le roi impose un montant forfaitaire sur les prix de vente des biens importés de l'étranger. Le mercantilisme est en quelque sorte un protectionnisme avant l'heure. Et si l'ambition avouée et officielle de Colbert est de protéger les producteurs nationaux, il en existe une autre, moins officielle, mais tout aussi importante si ce n'est plus. Le second objectif de cette taxe est aussi de permettre une augmentation des recettes de l'État français, du Royaume de France, dans le but, pourquoi pas, d'appauvrir les pays exportateurs et donc les pays voisins du Royaume de France, mais surtout cette augmentation des recettes de l'État français, du Royaume de France, permettra alors à Louis XIV de financer ses projets militaires et guerriers, sans pour autant augmenter les impôts qui pèsent sur la population. Cette doctrine, ce colbertisme, ce mercantilisme, sera finalement appliqué par tous les États voisins du Royaume de France ou presque. On est alors, au XVIIe siècle, dans une Europe constituée de pays fermés, vivant quasiment en autarcie. Je dis quasiment parce que ce n'est pas la réalité, je grossis volontairement les traits pour la simplicité du discours d'aujourd'hui, dans un système économique, en tout cas, qui défavorise, qui désincite les échanges commerciaux entre pays. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'Europe, et notamment l'Angleterre, entamera son virage libre-échangiste. En effet, dans ce contexte protectionniste, deux auteurs britanniques, que, soit dit en passant, la postériorité consacrera comme les fondateurs de la science économique, vont tour à tour développer des argumentaires économiques scientifiques en faveur du libre-échange.
Il s'agit d'abord d'Adam Smith, économiste écossais, 1723-1790 pour ses dates de vie, suivi de David Ricardo, économiste anglais, 1772-1823 pour ses dates de vie. En fait, Smith va poser les jalons de l'argumentation, les fondements, et Ricardo viendra brillamment compléter cette théorie. Adam Smith publie en 1776 une œuvre dont le titre simplifié est, et je vous demande de le retenir, De la richesse des nations. Le titre plus complet, plus long à retenir, que du coup je ne vous demande pas de retenir, mais qui est important, intéressant, parce qu'il va nous permettre de mieux appréhender les objectifs de l'économiste écossais. Le titre complet de l'œuvre que vous résumez-vous à De la richesse des nations, c'est Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. On le comprend ici, l'objectif de Smith, c'est de donner aux gouvernants, aux princes, des clés, des moyens pour comprendre les causes, les origines finalement de l'enrichissement d'une nation. Comment on enrichit une nation? C'est le grand objectif que se fixe Smith pour ce livre-là. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on pourrait rapprocher Smith de Colbert pour cette même ambition que d'enrichir la nation. Mais les conclusions de Smith, vous allez voir, vont être diamétralement opposées à celles du ministre royal. Smith remarque que dans le secteur agricole, les terres sont mises en culture de la plus fertile, de la plus productive, à la moins fertile, la moins productive. Si la demande augmente, les producteurs locaux mettront des terres supplémentaires en culture. Or, progressivement, ce seront des terres de moins en moins productives qui seront mises en culture. Il est tout à fait logique que les agriculteurs mettent d'abord en culture les terres très productives, et au fur et à mesure qu'ils ont besoin de terres supplémentaires, ils se dirigent vers des terres moins productives jusqu'à aller vers des terres très peu productives. Or, cultiver une terre peu productive, c'est possible. Même à l'époque de Smith, ça nécessite simplement plus d'intervention de la main-d'œuvre, plus d'intervention de l'homme. Et donc, ça augmente le temps de travail et ça augmente les coûts de production. Si les coûts de production augmentent, les producteurs vont répercuter cette hausse des coûts sur le niveau des prix. Et les prix vont augmenter. Si les prix augmentent, finalement, je vais avoir toute une partie de la population qui ne va pas pouvoir consommer. Et à terme, le départ était une hausse de la demande, mais à terme, la demande finira par diminuer parce que les prix seront trop élevés et la nation ne s'enrichira pas. Il n'y aura pas de développement économique et le PIB, cette notion-là n'existait pas à l'époque de Smith, mais le PIB, les richesses produites sur ce territoire n'augmenteront pas parce que si la demande diminue, les producteurs décideront finalement de moins produire. De plus, il remarque que les besoins en production agricole à l'échelle de la Grande-Bretagne sont à la fois nombreux en quantité, il y a beaucoup de bouches à nourrir, donc il faut beaucoup produire, mais ils sont aussi variés. Il ne s'agit pas uniquement que de produire du blé et des patates, mais il va falloir aussi produire du raisin pour faire du vin, il va falloir produire tout un tas d'autres fruits, d'autres légumes, pour pouvoir contenter la demande intérieure. Il pense donc logiquement que la production de tous les biens agricoles demandés va occasionner une surexploitation des terres et encore une fois une mise en culture de terres peu fertiles. Il en conclut que le système autarcique, c'est-à-dire fermé vis-à-vis de l'extérieur, accentué par une non-spécialisation de la production, c'est-à-dire que les États à l'intérieur de leur pays décident de tout produire, contribue à avoir in fine des produits au prix de vente très élevés, trop élevés dans l'idée de Smith, et plus encore, il pense que si on produit tout à l'intérieur même d'un État, les prix sont plus élevés que si on importait certains produits de l'étranger, et dans ce cas-là, il faudrait supprimer les taxes mercantilistes. Donc Smith va être en faveur de deux choses. Il va fonder une théorie qui va justifier deux éléments. D'abord, la division internationale du travail. Il considère que chaque pays va devoir se spécialiser dans une production. Et ensuite, il faudra promouvoir le libre-échange pour permettre les échanges internationaux entre pays. La division internationale du travail de Smith est fondée sur ce qu'il appelle les avantages absolus.
Il préconise en fait que chaque nation doit se spécialiser dans la production où elle est la meilleure, meilleure que les autres pays. Autrement dit, dans la production où ses coûts de production sont les plus faibles que ceux des autres pays. Ce faisant, elle utilisera toutes ses terres disponibles et fertiles pour produire en grande quantité un bien considéré. Cette production, disons pour le cadre de notre exemple le blé, servira d'abord à répondre à la demande intérieure. Donc la Grande-Bretagne, par exemple, produirait du blé et destinerait cette production d'abord aux habitants de la Grande-Bretagne. Comme on n'aura produit que du blé, il y aura nécessairement un surplus de production, et ce surplus de production sera vendu et expédié aux consommateurs étrangers sans taxes douanières, sans taxes tarifaires qui viendraient augmenter le prix parce que c'est un blé importé. Le pays, ici, la Grande-Bretagne, ayant abandonné les autres productions, importera à son tour ses besoins, notamment en raisin pour fabriquer son vin, ou alors directement du vin déjà produit par un autre pays. Smith dresse alors ici les contours d'un système aux apparences fondamentalement vertueuses. Tout le monde est gagnant. La spécialisation des économies, la spécialisation des productions autour d'un seul bien permet de faire baisser les coûts de production et donc de baisser les prix de vente. L'ouverture des frontières, qui repose donc sur un abandon des taxes mercantilistes protectionnistes, va aussi permettre de diminuer le prix des biens importés. Les populations vont donc plus consommer, les producteurs vont pouvoir plus produire et les nations vont pouvoir s'enrichir. Sur le papier, c'est parfait. Pourtant, et d'un point de vue purement technique, il y a une faiblesse. Et c'est David Ricardo qui va la voir et la corriger. David Ricardo s'inscrira d'abord dans la droite ligne des écrits de Smith. En effet, comme lui, il est un ardent partisan du libre-échange. On peut lire toute sa vie d'économiste comme un combat pour l'abolition de ce que l'on appelait, en Angleterre, les Corn Laws. Les Corn Laws, c'était des taxes qui touchaient l'importation de blé étranger. Ce combat, il ne le gagnera qu'à titre posthume, puisque les Corn Laws seront abolis en 1846, alors que David Ricardo quittera ce monde en 1823. La carrière de Ricardo fut marquée par la publication de nombreux ouvrages. Mais s'il fallait n'en retenir qu'un seul, ce serait celui publié en 1817, Des principes de l'économie politique et de l'impôt. Ici, si vous devez faire un choix entre les deux informations à retenir, est-ce la date, est-ce le titre de l'ouvrage à retenir, retenez davantage la date, 1817. Donc en 1817, dans son ouvrage phare, Ricardo révèle et répond à la faiblesse de la vision smithienne du commerce international. Smith disait donc qu'un pays devait se spécialiser dans la production pour laquelle il est le meilleur, pour laquelle ses coûts de production sont les plus faibles. Mais Ricardo remarque qu'un pays peut être le meilleur pour aucune production. Il est tout à fait probable qu'un pays n'ait aucun avantage absolu. Pour le prouver, Ricardo va prendre un exemple simple et tellement célèbre dans la science économique. À présent, vous pouvez vous considérer comme de véritables économistes encore en cours de formation, mais ayant franchi un cap, puisque à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître le célèbre exemple du drap et du vin, qui est un exemple très célèbre, moqué de temps en temps dans la science économique. Donc il va nous prendre un exemple simple d'un commerce international autour de deux biens, le drap et le vin, et concernant deux pays, l'Angleterre et le Portugal. On peut retranscrire la pensée de Ricardo à travers le tableau présent sur cette diapo et que je vous ai distribué en classe. Vous pouvez dès à présent le coller sur votre prise de notes. À la lecture de ce tableau, on se rend compte que c'est le Portugal qui a tous les avantages absolus. Regardez bien, pour produire une unité de drap, il faut 90 heures de travail au Portugal contre 100 heures de travail en Angleterre. Pour une unité de vin, il va en falloir 80 heures de travail au Portugal contre 120 en Angleterre. Si l'on se réfère à la théorie des avantages absolus de Smith, l'Angleterre aurait intérêt à ne rien produire et à tout importer. Inversement pour le Portugal, il aurait intérêt à tout produire et à tout exporter. Dès lors, la relation gagnant-gagnant s'effondre
Le Portugal serait ici le seul et unique grand gagnant de ce commerce international-là. Ricardo propose alors d'abandonner les avantages absolus au profit de ce qu'il nomme les avantages comparatifs. Les pays doivent au mieux se spécialiser dans la production où ils sont le plus forts, ou au pire, là où ils sont le moins mauvais. Surtout, si le pays a plusieurs avantages absolus, il ne conservera que la production pour laquelle il est vraiment le plus fort. De l'autre côté, il laissera les productions pour lesquelles il est un peu moins fort aux autres pays. Ces autres pays choisiront alors la production pour laquelle leur désavantage est le moins fort, là où ils sont le moins mauvais. Et là, je vous encourage fortement à reproduire le bas du tableau de ce nouveau tableau qui apparaît sur cette diapo. C'est le même que celui que je vous ai donné, si ce n'est qu'il y a 2 lignes supplémentaires, qui permet de faire apparaître les avantages, cette fois-ci comparatifs. Sur la base des travaux de Ricardo, on peut calculer le coût relatif de la production de draps par rapport à la production de vin. En Angleterre, il nous faut donc 100 heures de travail pour produire une unité de drap, contre 120 pour produire une unité de vin. Donc, produire du drap est moins coûteux relativement en Angleterre que produire du vin. Produire du drap au Portugal est relativement plus coûteux que produire du vin au Portugal. On a 90 heures pour produire du drap contre 80 heures pour produire du vin au Portugal. On peut aussi calculer le coût relatif du vin par rapport au drap. C'est beaucoup plus coûteux relativement de produire du vin que du drap en Angleterre et c'est beaucoup moins coûteux de produire du vin que du drap au Portugal. Dès lors, sur la base des avantages comparatifs, Ricardo proposerait au Portugal de se concentrer sur la production de vin, puisque c'est là où son avantage comparatif est le plus fort. Ça lui coûte moins cher à l'intérieur de son pays de produire du vin que du drap. Et à l'inverse, il proposera à l'Angleterre de se concentrer sur la production de draps, puisque c'est la production pour laquelle l'Angleterre est la moins mauvaise. C'est la production où elle est moins mauvaise relativement par rapport au Portugal. Pour Ricardo, c'est absolument révolutionnaire. Avec les avantages comparatifs, chaque pays est assuré de continuer à produire et est assuré de participer à l'échange marchand mondial au moins une fois en tant qu'exportateur. Avec les avantages absolus, les risques étaient pour certains pays de voir disparaître la quasi-intégralité de leur production et de se voir soumis au seul rôle d'importateur, d'acheteur et donc de perdant du commerce international, comme c'était le cas dans l'exemple avec l'Angleterre et le Portugal où l'Angleterre ne produisait plus rien. Le deuxième risque, je viens de me rendre compte que je vous l'avais dit dans la phrase précédente. Donc il y a 2 risques, le risque de voir disparaître la quasi-intégralité de la production et le risque du coup de se voir réduit au seul rôle d'importateur, d'acheteur et donc de perdant du commerce international. Ricardo précisera que si en plus on permet à l'Angleterre de conserver la production de draps, elle finira par connaître des gains de productivité à court terme et à moyen long terme. À court terme, comme elle va abandonner la production de vin, elle va récupérer une main-d'œuvre et des capitaux qui autrefois étaient utilisés pour produire du vin et qu'elle va utiliser maintenant pour produire du drap. Donc il y aura plus de monde et plus d'argent pour produire du drap. À moyen long terme, en se spécialisant, l'Angleterre va inciter indirectement ses producteurs nationaux à innover. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout juste à l'instant, à court terme, on va avoir de la main-d'œuvre et des capitaux qui vont non plus être utilisés pour produire du vin, mais pour produire du drap. Donc on va avoir de nouveaux entrepreneurs du drap. L'augmentation du nombre de producteurs de drap va augmenter l'intensité concurrentielle. À l'échelle de l'Angleterre, il y aura plus de concurrence sur le marché du drap. Or, quand l'intensité concurrentielle augmente, on remarque, en règle générale, une incitation à innover plus développée. Les concurrents veulent se démarquer les uns des autres et sont donc incités à innover de manière à être meilleurs que le concurrent d'à côté et à s'en démarquer.
Finalement, il se peut même qu'à partir d'un certain temps, l'Angleterre finisse par développer carrément un avantage absolu pour la production de draps par rapport au Portugal, en lui permettant d'abord de se spécialiser sur le principe des avantages comparatifs. Cela fait aujourd'hui plus de 200 ans que la théorie des avantages comparatifs a été inventée. Est-elle pour autant aussi poussiéreuse que son grand âge le laisse penser? Non. Certes, de nouvelles théories permettant d'organiser le libre-échange ont été inventées, dont le modèle HOS que l'on va voir juste après. Et d'ores et déjà, je m'excuse pour le nombre d'auteurs qu'il va y avoir au cours de cette vidéo, mais on est obligé d'en passer par là. Une remise à jour des avantages comparatifs et de la théorie de Ricardo a été menée par différents auteurs. Le principal problème, en fait, de ce modèle explicatif du commerce international, c'est qu'il ne permet pas d'expliquer l'intégralité du commerce international actuel. Je m'explique. Ce modèle-là, les avantages comparatifs, va super bien expliquer les échanges mondiaux de produits différents. Mais pour tout ce qu'on appelle le commerce intra-branche, c'est-à-dire les échanges de produits similaires. C'est-à-dire, par exemple, comment ça se fait que des entreprises françaises de voitures exportent des voitures en Allemagne et des entreprises allemandes de voitures exportent des voitures en France. On a des échanges de produits similaires. L'Allemagne envoie des Opel en France, quand la France envoie des Peugeot en Allemagne. Je schématise, je grossis les traits, mais c'est pour que vous compreniez bien. Comment expliquer ça? Sur la base des avantages comparatifs, le commerce intra-branche, c'est-à-dire l'échange de produits similaires, est inexplicable. Il apparaît alors soit comme une anomalie, soit comme une potentielle remise en cause, comme une potentielle invalidation du modèle de Ricardo. Et ce commerce intra-branche n'est pas anecdotique. À l'échelle du monde, il représente un peu plus de 30% des échanges mondiaux. C'est-à-dire que sur 100 échanges mondiaux, 30 sont des échanges intra-branches, sont des échanges de produits similaires. À l'échelle de l'Union européenne, c'est environ 55% des échanges. Donc ce n'est pas une partie anecdotique du commerce international. Néanmoins, cette mise au point théorique faite, il est temps à présent de passer au troisième modèle. Ah non, pardon, je vous propose aussi sur le polycopier distribué en cours, un document qui remet en œuvre la théorie des avantages comparatifs, avec deux nouveaux exemples, l'ordinateur Leblay, les États-Unis, le Japon. Un exemple mis en avant par Joseph Stiglitz dans le document distribué, qui est un des plus grands économistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors là, le nom de Stiglitz n'est pas à retenir, hein. Il y aura à retenir Ricardo Smith, plus les trois autres qu'on va voir juste après. Stiglitz n'est pas à retenir. Ce document, je vous le mets dans le polycopier, vous le faites, si vous le souhaitez. Vous me rendez quelque chose, si vous le souhaitez, je ne le noterai pas. Si vous me le rendez, c'est juste pour que je vérifie si vous avez bien répondu aux questions. Et si vous avez bien répondu aux questions, ça veut dire que vous avez totalement compris cette partie-là du cours et ce sera déjà une grosse étape de fait. D'accord? Et donc à présent, troisième théorie du libre-échange à étudier cette année dans le cadre du programme de terminale, le modèle HOS. Le modèle HOS est donc un troisième modèle d'explication du commerce international et du libre-échange qui repose sur le travail de trois auteurs, Eli Heckscher, Bertil Ohlin et Paul Samuelson. Alors là, pour vous situer dans le temps, on est dans le XXe siècle, plutôt dans la première moitié du XXe siècle. Pour bien comprendre ce modèle, il va falloir partir de ce qu'on va appeler les hypothèses de départ, les constats que font ces trois auteurs pour poser leur théorie. Ce qu'ils constatent, c'est que chaque production nécessite un besoin de facteurs de production, mais dans des proportions différentes. Pour produire quoi que ce soit, je vais avoir besoin des deux facteurs de production, le capital et le travail. Mais pour produire un kilo de banane, je vais avoir besoin de tant de facteurs travail et tant de facteurs capital. Et pour produire un Airbus, je vais avoir besoin d'une quantité autre de facteurs capital et d'une quantité autre de facteurs travail. Donc, chaque production a un besoin spécifique en facteurs de production.
Deuxième condition, deuxième constat, constat que font ces auteurs, c'est que chaque pays est doté différemment dans ces deux facteurs. On a des pays qui vont être très fortement dotés en facteur travail, c'est les pays où la population est très nombreuse, et des pays qui vont être très fortement dotés en facteur capital. Certains vont être moyennement dotés en facteur travail, moyennement dotés en facteur capital. D'autres vont être très fortement dotés en facteur travail, très fortement dotés en facteur capital. Mais ce qu'on va surtout remarquer, c'est que relativement, ils vont être plus ou moins dotés en facteur travail ou en facteur capital. Un pays comme le Luxembourg, là c'est clair et net, il est davantage doté en facteur capital qu'en facteur travail. Un pays comme l'Inde, aujourd'hui, est un pays qui est davantage doté en facteur travail qu'en facteur capital. Un pays comme les États-Unis est supposé davantage doté en facteur capital qu'en facteur travail. Les idées fortes du modèle. Sur la base de ces constats, quelles sont leurs idées? La première, c'est que la spécialisation se fait en fonction des dotations relatives en facteurs de production et des besoins relatifs en facteurs de production de chaque industrie. Chaque pays va en fait se spécialiser dans la production qui utilise le plus intensément le facteur de production le plus abondant et qui économise le facteur le plus rare. Autrement dit, selon ce modèle HOS, l'Inde, qui dispose de beaucoup de facteurs travail, va se spécialiser dans là où les industries qui utilisent énormément de facteurs travail. Inversement, disposant de grandes ressources en capital, le Luxembourg devra se spécialiser dans les industries et dans les productions, demandant de grandes quantités en facteurs capital et peu de facteurs travail. On peut donc dire que ces trois auteurs qui vont donc fonder ce modèle HOS, et je précise parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, ils vont fonder ce modèle HOS de manière un petit peu indépendante les uns des autres. Heckscher va apporter sa pierre à l'édifice en 1919, Bertil Ohlin va lui compléter les travaux d'Heckscher en 1933, et Paul Samuelson viendra un petit peu conclure, parachever ses travaux uniquement en 1948. Donc on a un modèle qui se construit successivement sur la base de travaux apportés par trois auteurs différents. Ce modèle HOS s'inscrit en fait dans la lignée aussi des travaux de Ricardo. On est aussi ici sur la relativité, sur la comparativité des avantages. À l'inverse de Ricardo, ici est pris en considération les deux facteurs de production, le capital et le travail, alors que chez Ricardo n'était pris en considération que le facteur travail. Ok ? Pour bien vous faire comprendre ce modèle, je vous ai mis sur le polycopier un document qui permettrait de représenter une infographie, qui permettrait, et vous l'avez sur la diapo ici, qui permettrait de représenter un échange de commerce international entre deux pays, la France et le Bangladesh, autour de deux produits, les t-shirts et les voitures. Ce que nous dit cette infographie, c'est que la France est relativement faiblement dotée en facteur travail et relativement fortement dotée en facteur capital. Et à l'inverse, le Bangladesh est fortement doté en facteur travail comparativement à sa dotation en facteur capital. Et selon cette infographie toujours, la production de t-shirts va nécessiter un fort besoin en facteur travail au Bangladesh et un fort besoin en facteur travail au Bangladesh pour la production de t-shirts, tandis que la production de voitures va nécessiter un fort besoin en facteur capital en France. Comme on a dit que la France était relativement mieux dotée en facteur capital qu'en facteur travail, la France va se voir confier, selon le modèle HOS, la production de voitures, tandis que le Bangladesh, qui est fortement doté en facteur travail, va se voir confier la production de t-shirts. Et sur le marché international, la France et le Bangladesh s'échangeront. Le Bangladesh enverra des t-shirts et la France enverra des voitures. Donc voilà, j'espère que là vous avez bien compris le modèle HOS, qui est donc un développement plus approfondi du modèle de Ricardo, cette fois-ci sur la dotation des facteurs de production, et où cette fois-ci on prend en considération les deux facteurs de production, le travail et le capital.
Dès lors, si l'on a affaire à une extension du modèle de Ricardo, on pourrait croire que cette extension vient résoudre les problèmes. Euh, il n'en est rien, ou du moins péniblement, on va dire. Le premier problème du modèle HOS, qui est un problème non résolu du modèle de Ricardo, c'est que là encore, on n'a pas l'explication du commerce intrabranche. Bon, il est temps maintenant que je vous livre une explication de l'existence de ce commerce intrabranche. Pourquoi les pays échangent entre eux des biens dits similaires? Tout simplement parce que aucun bien n'est similaire en tout point. Une Opel n'est pas totalement comparable à une Peugeot, quoique l'exemple est peut-être mal choisi. Mais déjà, on pourrait dire que une Volkswagen Golf n'est pas comparable à une Renault Mégane. D'accord? Il y a une différence quand même dans la gamme et dans la qualité du produit. Plus encore si on part dans une comparaison entre une Renault Mégane et l'équivalent chez BMW ou chez Mercedes. Donc, le commerce intrabranche s'explique par une demande de variété de la part des consommateurs, une variété dans la gamme, parce que du coup une variété des bourses aussi. Tous les consommateurs n'ont pas le même pouvoir d'achat, ne peuvent pas accéder aux mêmes consommations, donc il faut savoir contenter à la fois le riche consommateur, mais savoir aussi répondre aux besoins du consommateur plus pauvre. Un besoin de variété aussi en termes de forme, des fois du produit, de forme de la voiture, de design de la voiture, de l'image de marque que la marque de la voiture renvoie, une variété donc au niveau du prix, j'ai dit, au niveau de l'apparence, de l'image de marque, donc un désir de variété qui viendrait expliquer ce commerce intrabranche. Le deuxième problème posé par ce modèle HOS va être un problème interne à ce modèle-là. C'est un modèle, donc je vous l'ai dit, qui est fondé par trois auteurs, Heckscher, Olin et Samuelson. Et on va avoir un quatrième larron dans l'histoire, un quatrième auteur, qui va venir un petit peu faire du zèle et finalement presque tout foutre en l'air, si je peux me permettre l'expression. Il s'agit de Vassili Leontiev. Vassili Leontiev, en 1954, décide de vérifier empiriquement la force du modèle HOS. Pour ce faire, Leontiev va décider d'analyser la structure des échanges commerciaux entre deux pays que tout semble opposer, la Chine et les États-Unis. À cette époque, si on applique le modèle HOS, les exportations des États-Unis vers la Chine doivent être des exportations de biens à forte teneur en capital, parce que les États-Unis sont supposés relativement mieux dotés en capital qu'en travail, et les exportations de la Chine vers les États-Unis doivent être des exportations fortement dotées en facteur travail. Mais en voulant vérifier ces hypothèses-là, Leontiev va démontrer presque l'inverse. Ce qu'il va constater comme modèle, comme résultat paradoxal, et c'est pour ça qu'on parlera du paradoxe de Leontiev. Le résultat paradoxal qu'il obtient par les observations, c'est que les exportations des États-Unis vers la Chine sont des exportations à forte teneur en travail. Face à ce paradoxe-là, Leontiev va tenter d'apporter une réponse peu convaincante. Il dit que c'est la preuve que le facteur travail est plus productif aux États-Unis qu'en Chine et finalement qu'un travailleur américain vaut plusieurs travailleurs chinois. Alors, peu convaincant, oui et non, cet argument de Leontiev, il l'est finalement un petit peu si on prend le temps de le développer. Pourquoi un travailleur américain serait plus performant qu'un travailleur chinois? Alors certes, peut-être parce il est mieux formé, mais surtout parce qu'il a accès à une technologie de production mieux développée aux États-Unis à cette époque-là qu'en Chine. Et donc, ce modèle HOS qui repose sur la dotation factorielle, sur la dotation des facteurs de production, il faudrait l'augmenter d'une dotation technologique. Ce serait la différence de maîtrise de la technologie de production et de l'avancée du pays dans les technologies de production qui permettrait d'expliquer aussi les échanges commerciaux. D'accord? Pas seulement la quantité de facteurs de production que j'ai, facteurs de production travail et capital, mais aussi la maîtrise de la technologie par mon facteur travail. Mon facteur travail a-t-il accès à une forte technologie, une technologie avancée, et surtout, est-ce qu'il la maîtrise?
Si c'est oui, alors on aura des différences aussi significatives dans les échanges commerciaux. On vient donc là au cours de ces 35 premières minutes de dresser les contours, les grands contours des grandes théories du libre-échange qui ont structuré la science économique depuis sa naissance à quasiment aujourd'hui, avec trois modèles forts: le modèle de Smith, les avantages absolus; le modèle de Ricardo, les avantages comparatifs; le modèle HOS qui repose sur la dotation factorielle, qu'il faudrait donc compléter de la dotation technologique et de la maîtrise de la technologie. Donc on en a fini avec le côté théorique du libre-échange. Maintenant, assez rapidement, je vous le concède, assez rapidement on va le faire, la dimension politique de ce libre-échange et de vous montrer que le libre-échange s'est imposé aussi par une volonté forte politique. Donc on l'a déjà vu ensemble, la mondialisation et le libre-échange sont des phénomènes anciens qui sont apparus il y a longtemps, mais qui ont connu une augmentation, une accélération forte et soudaine au milieu du XXe siècle. Le marqueur de tout ça, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la fin donc de la Deuxième Guerre mondiale et du monde actuel. Et du monde qui va suivre au cours de la deuxième partie du XXe siècle et du monde actuel, donc du monde du XXIe siècle, du début du XXIe siècle. D'abord, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les accords du GATT sont signés en 1947 et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, prendra la suite des accords du GATT de 1947. L'OMC sera créé en 1994 sur les bases du GATT et prendra la suite du GATT. Les objectifs de ces deux institutions-là, des accords du GATT et de l'OMC, c'est de promouvoir le libre-échange et de le développer. En fait, l'OMC et le GATT se sont battus et continuent à se battre pour l'OMC contre les droits de douane dans le monde. Et pour cela, il y a des rounds de négociations qui sont menés. Je vous ai construit et distribué une frise chronologique des différents rounds de négociations menés par le GATT et par l'OMC. Et puis, vous trouverez aussi les grandes zones régionales de libre-échange qui ont été créées, développé, impulsé, incité notamment par l'OMC, la construction de l'Union européenne qui est une zone régionale de libre-échange, la construction du Mercosur, la construction de l'ALENA, la construction de l'ASEAN. Et dans ce polycopier, vous trouverez les explications pour plusieurs zones régionales de libre-échange. Je vous demande de bien lire ce passage-là du polycopier et d'intégrer peut-être l'explication de fonctionnement d'une zone régionale de libre-échange à votre prise de notes. Prenez aussi le temps de bien lire et de bien comprendre que la construction des zones régionales de libre-échange repose sur les travaux de Bella Balassa et sur donc ces travaux qui portent sur l'intégration économique des zones régionales de libre-échange. Vous trouverez dans le polycopier une explication claire, limpide de la vision de l'intégration économique de Bella Balassa qui franchit donc 5 étapes au maximum. Et vous verrez donc que l'Union européenne est la zone régionale de libre-échange, la zone d'intégration économique la plus aboutie. D'accord ? Elle n'est pas à la dernière étape, mais c'est celle qui a franchi le plus d'étapes en tout cas. Ensuite, cette volonté politique ne s'est pas uniquement vue à travers les accords du GATT et l'OMC, mais aussi, Keynes le disait déjà en son temps, il paraît aujourd'hui pour toute personne rationnelle et instruite impossible de remettre en question la doctrine du libre-échange, tout simplement parce que nous n'avons pas à l'échelle du monde d'autres alternatives proposée et imposée dans le monde. Il en a existé une, c'était le bloc de l'Est, ce qu'on appelait l'URSS, fondé sur le communisme, mais l'URSS s'étant effondré dans les années 90, nous n'avons plus à ce jour d'alternative au libre-échange. Voilà, donc on a fait le tour pour ce grand A. Il est temps de passer dans la deuxième sous-partie de ce grand 1. Le progrès technique, grand B donc, le progrès technique a permis la mise en œuvre toujours plus aboutie du commerce international.
Dans cette deuxième sous-partie, il va donc être question de démontrer que le libre-échange a aussi été permis par le progrès technique. Un progrès technique notamment à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Si vous voulez, pour schématiser, en grossissant les traits, on peut dire qu'on est passé d'un monde où les technologies étaient le bateau à vapeur, le chemin de fer et le télégraphe, à un monde aujourd'hui où les technologies sont l'avion, le super porte-conteneur et Internet. Alors, le progrès technique, pourquoi on peut dire qu'il a permis le développement du libre-échange? Tout simplement parce que le progrès technique, a participé à la baisse des coûts de transport et de communication. La baisse des coûts de communication et la rapidité des moyens de communication grâce au NTIC, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est plus rapide de communiquer d'une zone à l'autre du monde. On peut communiquer entre l'Australie et la France très rapidement maintenant. Et c'est de moins en moins coûteux que de procéder à de telles communications. Donc des zones géographiques qui auparavant étaient très éloignées, maintenant peuvent artificiellement, virtuellement se rapprocher grâce au support de communication actuel. Ensuite, la baisse des coûts dans les transports. D'abord, dans le transport aérien, on a réussi techniquement, à développer de gros avions cargo à partir du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire des avions qui permettent de transporter des marchandises d'un bout à l'autre du monde. Alors ça, c'est très intéressant pour toutes les marchandises dont la livraison peut être urgente, comme les médicaments, et le contexte actuel en atteste. Le transport de vaccins contre le Covid-19 se fait via l'avion, et aussi pour tout ce qui est des transports de marchandises fragiles et ou périssables, parce que l'autre alternative au transport aérien à l'échelle du monde, c'est le transport maritime, le fret maritime, qui est certes moins coûteux que le transport aérien, mais qui est plus long. Donc pour les denrées périssables, ça peut être problématique, ou qui peut être moins précautionneux parce que là c'est dans des gros conteneurs, c'est déplacé avec des grues, et donc pour pour tous les produits fragiles, il est peut-être préférable de passer par l'avion. Néanmoins, le fret maritime, là on a l'OCDE qui a chiffré une tonne exportée via bateau en 1930, ça coûtait à peu près 100 euros. 100 euros de la tonne pour le transport maritime en 1930. En 2010, on est à 20 euros la tonne, c'est-à-dire que ça a été divisé par 5. Le coût du transport maritime entre les années 30 et actuellement, ça a été divisé par 5. Ça a été aussi permis, ce développement du transport maritime a été permis par la création et le développement de grands ports industriels et commerciaux. Alors les 3 premiers ports commerciaux du monde en 2017, c'est Shanghai, Singapour et Shenzhen, donc des ports en Asie. Le premier port européen, c'est celui de Rotterdam, qui est donc le 11e port mondial avec 14 millions de conteneurs reçus en 2017. Le premier port français, c'est Le Havre, avec 3 millions de conteneurs reçus. C'est le 12e port européen. On a aussi donc au niveau du transport maritime des innovations dans la manutention des marchandises. Donc là, c'est avec effectivement les grandes grues, des choses très automatisées sur les ports, les ports commerciaux. Voilà. Et justement, des diapos, ici donc des avions porte-conteneurs. Vous avez le Beluga et le Beluga XL qui sont des avions super conteneurs, des porte-conteneurs, des avions cargo. Voilà, je cherchais le mot, des avions cargo français développés par Airbus. En création en 1994, un avion qui mesure 56 mètres de long, qui peut transporter 47 tonnes de marchandises. Et une version XL du Beluga, où là c'est carrément 63 mètres de long et 53 tonnes de marchandises, donc des avions gigantesques. Et je ne sais pas si vous le voyez bien sur une des deux photos, mais dans le Beluga, en fait, on peut transporter notamment du matériel militaire pour l'apporter sur les zones de guerre. Et on est capable aussi d'apporter donc avec un avion Beluga des chars, voire carrément de transporter d'autres avions dans un avion, ce qui est assez curieux. Néanmoins, le plus gros avion du monde, c'est l'Antonov. Il a 6 réacteurs, ce qui est gigantesque. Une trentaine de roues, 84 mètres de long, c'est quasiment la longueur d'un terrain de foot pour vous rendre compte.
Et alors là, c'est 250 tonnes de marchandises. C'est vraiment le plus gros avion du monde. Là, je vous ai mis aussi des images de ports commerciaux. Et puis donc pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'est un super conteneur, un grand porte-conteneur français, le Saint-Exupéry, 400 mètres de long, donc c'est 4 terrains de foot alignés, 60 mètres de large, 200 000 tonnes de marchandises, 7000 conteneurs, enfin c'est gigantesque, c'est des immenses bateaux, c'est des villes flottantes quoi quasiment. Donc voilà, ça c'est pour le plus grand français. Et le plus gros conteneur du monde, c'est un porte-conteneur danois. Alors, le nom est inscrit sur la diapo, je vais peut-être pas trop me risquer à la prononciation. Le Magleby, bon, je sais pas quoi. Donc, le plus gros porte-conteneur en bateau. 400 mètres de long lui aussi, 60 mètres de large, et là 18 000 conteneurs, donc c'est encore une fois, c'est gigantesque. Allez, il est temps d'entamer notre troisième sous-partie intitulée Les externalités du commerce international, une justification de la résurgence du débat avec le protectionnisme. Alors juste un petit point, il n'est pas question ici de vous prendre pour des imbéciles. Résurgence, ça veut dire la réapparition du débat avec le protectionnisme. Plusieurs temps dans cette sous-partie. D'abord, nous consacrerons un temps à la mise en évidence des externalités positives que pourrait engendrer le commerce international. Puis nous mettrons en avant les externalités négatives de ce commerce, les externalités négatives de ce commerce international. Et enfin, nous verrons donc que ces externalités négatives, empiriquement vérifiées, vérifiables, amènent à une réapparition dans le débat public d'arguments protectionnistes. Et il conviendra alors, pour clôturer cette sous-partie, de se mettre au point d'abord sur la définition de protectionnisme et d'en comprendre les enjeux actuels. On est parti donc, d'abord les externalités positives du commerce international. Donc par externalité positive, on entend donc les bienfaits, les avantages permis par le commerce international. Premier avantage, c'est qu'il permet à la demande intérieure d'accéder à une plus grande variété de biens et de services. C'est tout ce qui concerne le commerce intra-branche, dont j'ai déjà parlé précédemment au cours de cette vidéo, donc j'accélère un petit peu. Le commerce international est en partie un commerce intra-branche qui répond donc à un besoin de variété de la part des consommateurs qui désirent par leur consommation se distinguer des autres individus, de leurs voisins par exemple, ne pas avoir la même voiture de la même couleur que son voisin, ou pas la même marque de voiture, ou pas la même marque de chaussures. Et le commerce international permet d'accéder à une plus grande variété de producteurs, et donc à une plus grande variété de biens et de services. Il permet aussi, ce commerce international, autre avantage, d'accéder à une consommation annuelle constante de produits qui par essence sont saisonniers, notamment grâce à l'inversion des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous savez que lorsque l'on est en hiver chez nous dans l'hémisphère nord, et bien dans l'hémisphère sud c'est plutôt l'été, et que chaque saison est propice à la culture de tel ou tel bien agricole par exemple, qui sont des biens saisonniers de premier ordre, et c'est ainsi qu'on peut accéder par exemple à la consommation d'avocats tout au long de l'année, de tomates et de bananes tout au long de l'année, justement grâce à cette inversion des saisons. Ensuite, ce commerce international permettrait une baisse des prix sur les marchés nationaux. Alors, de deux manières différentes. La première manière, c'est celle qui s'affiche en face de vous sur la diapo, sur le document que je vous ai aussi distribué dans le polycopier, notamment grâce à la spécialisation selon les avantages comparatifs de Ricardo, qui permettent donc, comme expliqué précédemment, des gains de productivité par la spécialisation, qui permettra donc de baisser les coûts unitaires de production et donc de baisser les prix, et la population gagnera en pouvoir d'achat et pourra donc plus consommer. La spécialisation selon les avantages comparatifs, c'est aussi le modèle HES qui permet aussi de baisser les coûts de production et donc à terme de baisser les prix. Vous avez tout qui est bien expliqué dans ce document, donc je ne redéveloppe pas beaucoup plus. Prenez le temps de le lire et peut-être de le fluoter et ou de le ficher. Ensuite, cette baisse des prix va engendrer ce qu'on appelle une augmentation du surplus consommateur. Alors,
plutôt que de me lancer ici déjà dans une vidéo qui est déjà longue, de me relancer dans une explication très longue de ce qu'est le surplus consommateur que vous avez étudié l'an dernier en classe de première, je vous mets un document qui me paraît très complet, très pédagogique, qui prend le temps de bien expliquer avec un exemple précis, celui des smartphones, quel serait le prix d'équilibre sur le marché si on était dans une économie fermée, dans une économie en autarcie. On aurait un prix qui serait au niveau PA ici sur le document que vous avez dans le polycopier, et un prix mondial si jamais on ouvrait le marché aux importations, un prix mondial qui serait donc plus faible que le prix en autarcie et donc qui permettrait aux consommateurs, du moins qui permettrait à plus de consommateurs d'accéder à la consommation de smartphones, et donc de fait le surplus des consommateurs qui correspond donc à la satisfaction des consommateurs, un surplus des consommateurs qui augmenterait, tel que l'explique ici Paul Krugman dans le document que je vous ai distribué, qui apparaît sur cette diapositive. Par cette baisse des prix notamment, hein, et parce que aussi il permet une production à l'échelle du monde, ce commerce international pourrait permettre, là j'utilise volontairement le conditionnel, pourrait permettre une augmentation du niveau de vie moyen mondial. C'est ce que tend à nous démontrer le document que je vous mets ici, à la fois sur le diapo mais aussi sur votre polycopier. Donc à chaque fois que je vous mets un document sur le diapo et sur le polycopier, prenez le temps à la maison de découper, de coller et d'intégrer les petites explications quand je rajoute bien entendu des explications. Ici, on aurait donc, grâce au commerce international, une réduction des inégalités entre pays et une augmentation en fait du niveau de vie moyen à l'échelle internationale. En fait, on a dit que si on s'en tient au modèle HOS, qui serait donc notre dernier modèle étudié ensemble, donc le modèle en cours d'utilisation actuel, le commerce international est organisé autour de pays qui produisent des biens à forte teneur en capital, ça c'est pour les pays développés, et les pays en développement qui produiraient les biens à forte teneur en facteur travail. Pourquoi on les confie à ces pays en développement? Parce que souvent ce sont des pays où la main-d'œuvre est abondante et il faut donc leur confier des productions qui utilisent fortement la main-d'œuvre. Si on fait ça, si on le fait bien, ça permettrait d'avoir dans les pays en développement des productions qui nécessitent une forte main-d'œuvre et donc qui permettraient dans ces pays-là de donner, j'aime pas trop cette expression, mais de donner du travail à tout le monde. Finalement, de mettre tout le monde au travail et de permettre à plus d'individus dans ces pays-là, dans ces pays en développement, d'accéder à un emploi rémunéré et donc d'accéder à des salaires. Et en augmentant même la demande de travail de la part des entreprises, la demande de facteurs travail de la part des entreprises, on parviendrait à réduire le chômage et à augmenter les salaires. Alors, je vous mets aussi avec ce document des infographies qui tendraient, encore une fois, j'utilise le conditionnel, qui tendraient à prouver cette relation-là. On a notamment une infographie, donc les deux infographies en fait sont fournies par la Banque mondiale. Une première infographie qui nous montre l'évolution du PIB par habitant dans différentes zones du monde et même mondialement en moyenne. On voit que dans toutes ces zones du monde-là, qui ont été progressivement au cours de la période considérées intégrées dans le commerce international, le Bangladesh, la Chine, l'Éthiopie, le Sri Lanka, l'Inde, entre les années 90 et 2018. On peut s'intéresser notamment au cas de la Chine. Donc c'est bien que vous ayez le diapo, comme ça vous avez le document aussi en couleur. La Chine, c'est donc la courbe verte. Sur cette période 90-2018, la Chine s'est ouverte au commerce international. Et on voit que, comme par magie, son PIB par habitant, qui n'est ni plus ni moins qu'une formule mathématique abstraite appliquée basiquement. On prend le niveau de PIB créé et on le divise par le nombre d'habitants dans le pays et ça nous donne un potentiel de richesse par habitant. Et on voit que ce potentiel de richesse par habitant en Chine a fortement augmenté. Il est passé d'environ 2000 dollars à environ 16 000 dollars en 2018. Donc on a un PIB par habitant en Chine qui a été multiplié par 8, ce qui traduit donc bien une augmentation du niveau de vie moyen, ce qui traduit un potentiel de richesse par chinois plus élevé. Mais j'ai bien dit niveau de vie moyen, j'ai bien dit potentiel de richesse. Le PIB par habitant n'est qu'une formule mathématique qui ne nous dit rien de la réalité de la répartition des richesses créées sur le territoire. Alors, je réexplique un petit peu, je prends le temps. Le PIB mesure toutes les richesses créées sur un territoire. Le PIB par habitant nous dit potentiellement chaque habitant de ce pays a accès à
tant de richesses. Et là, ce document nous montre que potentiellement, un Chinois a en moyenne accès à 8 fois plus de richesses en 2018 qu'en 1990. Or, sur cette période, la Chine s'est fortement internationalisée, s'est fortement ouverte au commerce international. Donc, on pourrait se dire que c'est grâce au commerce international que ce niveau de vie moyen potentiel des Chinois a augmenté. Donc là, vous voyez bien qu'il faut prendre des grosses pincettes. D'abord parce que on n'est pas sur une vérification empirique. Est-ce que véritablement chaque Chinois s'est enrichi? Est-ce qu'en moyenne, une majorité de Chinois s'est enrichi? Difficile à dire avec simplement le PIB par habitant. Et en plus de ça, il faudra prendre des pincettes et peut-être davantage parler de corrélation que de causalité. D'accord? Quelqu'un qui serait véritablement un défenseur du libre-échange utiliserait le terme de causalité. Moi, je préfère garder un petit peu de neutralité dans ce débat-là et considérer que c'est une corrélation. L'autre infographie qui, elle, est dans la lignée de la précédente, mais vient aussi montrer, cette fois-ci par une vérification empirique, ce qui serait la baisse du niveau de pauvreté dans les mêmes pays. Si je regarde à l'échelle du monde, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté fixé ici à 1,9 $ par jour par ce document-là, à l'échelle du monde, on avait à peu près 40% de la population mondiale qui vivait avec moins de 2 $ par jour, contre seulement 15% en 2017. Or, sur cette période, on a bien eu une accélération du commerce international à l'échelle du monde. Pour reprendre le même exemple, et je viens de me rendre compte que j'ai pris les chiffres, en vous parlant, que j'ai pris les chiffres pour le Bangladesh. À l'échelle du monde, on est davantage donc, aux alentours de 35% en 1990. On est aux alentours de 10% en 2015. Donc on est passé de à peu près 35 à peu près 10%, soit une division par 3,5 de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté à 2 $ par jour. Et pour reprendre le même exemple que tout à l'heure sur la Chine, en Chine en 1990, donc une Chine qui était assez fermée au commerce international, on avait à peu près 65% de la population chinoise qui vivait avec moins de 2 $ par jour, contre aujourd'hui un taux très proche de zéro, qui tend vers zéro. Aujourd'hui, en 2015, 2019, 2020, on a très peu de Chinois qui vivent avec moins de 2 $ par jour selon les données de la Banque mondiale, ce qui tendrait à prouver qu'en Chine, l'ouverture du commerce international se serait accompagnée d'une baisse de la pauvreté. Donc ça, c'était pour les avantages au niveau des consommateurs principalement et de la population. Mais on a aussi des avantages du côté des producteurs, notamment des producteurs nationaux. Lorsque les producteurs nationaux sont dans un contexte d'une économie autarcique, c'est-à-dire vivant repliée sur elle-même, avec du protectionnisme, et un protectionnisme généralisé à l'échelle du monde, les producteurs nationaux ne s'adresse quasi exclusivement qu'aux consommateurs nationaux. De fait, par exemple, une France avant l'Union européenne, les producteurs français s'adressaient principalement aux 50-60 millions de Français à l'époque où la France n'était pas encore dans l'Union européenne, enfin où l'Union européenne n'existait pas encore. Et aujourd'hui, nos producteurs nationaux peuvent s'adresser non pas uniquement à 70 millions de Français sans droit de douane, mais ils peuvent s'adresser à 300 millions d'Européens sans droit de douane. Ce qui est démentiel, ce qui est 7 x 3, 21, 7 x 4, 28, ce qui est 4 fois plus important en nombre de consommateurs potentiels sans droit de douane. Donc ça permet aux producteurs de pouvoir s'adresser à des marchés plus vastes, à plus de consommateurs, et donc qui dit plus de consommateurs dit plus de demandes. Si j'ai plus de demandes, je peux plus produire. Et lorsque j'augmente mon volume de production, je réduis mes coûts unitaires de production. Donc je peux me permettre de baisser mes prix, je peux me permettre d'augmenter ma marge commerciale si je garde les prix inchangés. Enfin, l'ouverture des marchés est une bonne chose aussi pour les producteurs parce que ça leur permet d'accéder à plus de consommateurs. D'accord ? Néanmoins, il n'y a pas que des externalités positives à ce commerce international, il y a aussi des pendants négatifs à ce commerce international et des conséquences négatives. Le commerce international et le libre-échange supposent donc aussi une internationalisation de la production, comme on l'a vu dans la partie 2, et qui dit internationalisation de la production dit à un moment donné délocalisation.
Délocalisation, il faut que ce soit clair entre vous et moi. Une délocalisation, c'est deux étapes, deux temps bien distincts, successifs, mais indispensables. Et il ne faut pas qu'il y en ait qu'un seul des deux qui soit réalisé, il faut que les deux soient réalisés. Ces deux temps-là, c'est d'abord la fermeture d'un site de production sur le sol national. Donc l'entreprise ferme un site de production en France pour le réouvrir sur un sol étranger. Par exemple, pour le réouvrir en Pologne, pour le réouvrir en Chine, pour le réouvrir au Brésil. Mais il y a bien ces deux temps-là. Et donc la délocalisation est un phénomène que connaissent très bien les pays développés et ils en souffrent de ce phénomène-là. Vous avez de nombreux sites industriels français qui ont fermé depuis les années 70-80, ce qui a alors causé une montée du chômage et qui a plongé des individus et des familles dans des situations très inconfortables. Ces délocalisations, ce commerce international vont donc occasionner un creusement des inégalités à l'intérieur des pays développés et c'est ce que tend à démontrer le document que je vous ai fourni là encore dans le polycopier et qui est là encore présent sur le diapo, un creusement des inégalités à l'intérieur des pays développés. En effet, ce sont les activités de production et d'assemblage qui vont être principalement délocalisées. Autrement dit, ce sont des productions qui reposent sur l'utilisation d'une main-d'œuvre moins qualifiée et moins rémunérée dès le départ que l'autre main-d'œuvre qui elle est plus qualifiée, plus rémunérée et qui occupe des postes non délocalisables. Donc, non seulement au départ, il y a déjà une inégalité de revenus à l'intérieur d'un pays comme la France, à l'intérieur d'un pays comme les États-Unis, puisque c'est sur celui-ci qu'on va faire un focus ici avec l'indice de Gini des États-Unis fourni dans le document. Il y a déjà une inégalité de revenus de départ entre une main-d'œuvre qui est qualifiée et une autre qui n'est pas qualifiée. Mais en plus de ça, la main-d'œuvre qui est peu qualifiée subit une deuxième inégalité qui est une inégalité face au risque de chômage. Plus je suis qualifié, moins je risque d'être au chômage. Moins je suis qualifié, plus je risque d'être au chômage. Donc, une inégalité économique, une inégalité de revenus, une inégalité sociale face au risque de chômage. Et plus encore, on a une inégalité qui s'auto-entretient puisque dans les pays développés, les entreprises vont de plus en plus exprimer une demande en facteur travail qualifié. Donc ce facteur travail qualifié va être très demandé, cette main-d'œuvre qualifiée va être très demandée et va progressivement devenir rare. Et sur un marché, comme le marché du travail, toute chose, tout bien qui est rare voit son prix augmenter. Donc si la main-d'œuvre qualifiée devient rare, son prix va augmenter. Or le prix de la main-d'œuvre, c'est son salaire. A l'inverse, la main-d'œuvre non qualifiée va devenir un bien non rare, c'est-à-dire un bien abondant. On va avoir énormément, relativement dans ces pays-là, énormément de main-d'œuvre peu qualifiée disponible pour un emploi. Dès lors, on va avoir un décalage entre la demande de cette main-d'œuvre peu qualifiée et l'offre de cette main-d'œuvre peu qualifiée. Je vais avoir beaucoup de personnes disponibles pour prendre un emploi et face à ces personnes disponibles pour prendre un emploi peu qualifié, je vais avoir peu d'offres d'emploi nécessitant une main-d'œuvre peu qualifiée. Donc, ce décalage-là va, lui, jouer en défaveur du prix de la main-d'œuvre et va donc tirer à la baisse les salaires de la main-d'œuvre peu qualifiée dans les pays développés. Et c'est ce que semble traduire le document ici présentant l'indice de Gini aux États-Unis. On est sur une période où il est incontestable que les États-Unis se sont davantage internationalisés, que les productions des firmes américaines se sont davantage internationalisées, avec des chaînes de valeur de plus en plus internationalisées, entre 1979 et 2019. Et on remarque que l'indice de Gini, alors ici il est exprimé, attention, ils ont multiplié l'indice de Gini par 100, donc on l'a vu varier de 0 à 1, ici il variera de 0 à 100. Et donc un indice de Gini en 1979 pour les États-Unis à 0,346 contre 0,415. Or vous savez que plus on se rapproche de 1, plus ça traduit une répartition inégalitaire du revenu national disponible entre les individus, entre les déciles d'individus. Donc on a bien une corrélation là encore forte, évidente, qui montre que l'internationalisation de la production se fait au détriment de la main-d'œuvre faiblement qualifiée dans les pays développés. Donc ça, c'était pour les pays développés. Pour les pays moins développés, on pourrait se dire que c'est plutôt bénéfique, puisque délocalisation, on a dit donc que ça impliquait la fermeture
du site de production dans le pays développé pour la réouvrir dans le pays moins développé. Néanmoins, le tableau n'est pas si idyllique que ça, puisque les créations d'emplois dans les pays peu développés, grâce à l'ouverture de sites de production dans ces pays-là, sont en fait bien souvent des emplois de mauvaise qualité. Les salaires proposés sont très bas, souvent dans la moyenne nationale, voire carrément des fois en dessous de la moyenne nationale. Des conditions de travail qui sont exécrables, très mauvaises. Je vous mets ici l'exemple de Zara en Turquie, où les salariés avaient glissé des petits mots dans les vêtements. En 2017, les salariés d'une usine de textile en Turquie, il y avait glissé des petits mots pour dire voilà, le t-shirt que vous venez d'acheter a été produit par un salarié non payé depuis 3 mois. Donc on a des firmes multinationales qui ouvrent des sites de production dans des pays peu développés en proposant des emplois de très mauvaise qualité. Donc là encore, une externalité négative de ce commerce international. Autre externalité négative liée au commerce international, cette fois-ci liée à l'environnement. Un rapport publié par l'OCDE montre que la mondialisation est responsable de méfaits sur l'environnement, notamment une augmentation directe des gaz à effet de serre, puisque on l'a vu, le commerce international repose sur l'utilisation du fret aérien, du fret maritime, du fret autoroutier. Et à chaque fois, donc, c'est des engins qui fonctionnent à base de pétrole, kérosène ou essence et qui libèrent du CO2, qui est un gaz à effet de serre directement responsable du réchauffement climatique. Elle est aussi responsable de la déforestation. Je vous ai mis ici des images des plantations de palmiers à huile pour tout ce qui est de la production de l'huile de palme, qui est donc responsable. On déforeste des forêts pour planter des palmiers à huile. Et puis, elle est aussi indirectement, selon le rapport de l'OCDE, responsable de l'appauvrissement de la biodiversité avec la pollution des écosystèmes. Alors, la pollution des écosystèmes, ça passe essentiellement donc, par l'extension des villes, mais aussi par eh bien, des catastrophes naturelles liées directement, enfin des catastrophes naturelles, des catastrophes liées au commerce international. On peut penser au naufrage de bateaux, notamment de pétroliers en 1999 au large des côtes françaises, des côtes atlantiques françaises. Une affaire connue, alors vous n'étiez pas né, mais peut-être que vous la connaissez. C'est l'affaire de l'Erika, un pétrolier qui avait échoué, et qui contenait près de 31 000 tonnes de fuel, dont une partie s'est déversée dans la mer et a pollué non seulement les fonds marins, mais aussi les plages, qui a pris au piège de nombreuses espèces animales, dont des oiseaux et des poissons, bien entendu. Certains voient aussi dans le commerce international eh bien, un commerce qui repose sur des marchés plus vastes, où les marchandises circulent plus librement, avec des fois moins de contrôle et donc plus de risques. Il y a eu la crise de la vache folle en Grande-Bretagne dans les années 90. Il y a eu le cas des graines de pavot qui étaient chargées de morphine, enfin qui étaient trop chargées en morphine et qui du coup provoquaient des effets néfastes pour les consommateurs. Il y a eu le cas des lasagnes à la viande de cheval en France, où l'entreprise française achetait de la viande qu'elle étiquetait comme de la viande de bœuf alors que c'était de la viande de cheval. Enfin, voilà, on peut accuser le commerce international de ces défauts-là. Et enfin, le commerce international tend à rendre les économies nationales dépendantes les unes par rapport aux autres, ce qui peut être particulièrement problématique en période de pandémie, comme c'est le cas, comme ce fut le cas lors du premier confinement, où on s'est rendu compte de tout un tas de ruptures de stock, de ruptures d'approvisionnement à cause des fermetures de frontières, à cause du ralentissement des livraisons à cause du confinement. Et là, c'est carrément, on peut s'appuyer carrément sur les propos du président Macron qui considère que cette pandémie a mis au jour, pardon, la dépendance de la France sur certains produits, notamment sur le paracétamol, cette molécule là qui permet notamment de gérer les maux de tête, donc pour le Doliprane, l'Efferalgan, et que la France était trop dépendante de ses partenaires extérieurs pour notamment cette production-là, mais pas uniquement. Et du coup, le président Macron, que l'on ne pourrait pas taxer d'être un protectionniste
pur et dur, serait pour le coup en faveur d'une relocalisation des productions, de certaines productions en France. Face à tous ces désavantages occasionnés par le libre-échange, on pourrait dès lors se demander s'il ne faudrait pas un retour au protectionnisme. Avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est le protectionnisme. Et pour ça, mardi, vous réaliserez une partie 3 d'épreuves composées en classe, à l'aide de votre cours, à l'aide de votre méthodologie, qui sera notée ou non notée, j'ai pas encore tranché, je pense non notée, et qui vous permettra d'appréhender globalement cette notion de protectionnisme et ses enjeux actuels. Et pour ce faire, il faudrait vivement, impérativement même, que vous cherchiez pour mardi une jolie définition du protectionnisme, de manière à pouvoir construire une belle introduction de partie 3 d'épreuves composées. Et puis ensuite, au cours de cette partie 3 d'épreuves composées, vous découvrirez de quoi il en retourne lorsque l'on parle de protectionnisme. Voilà, c'en est terminé pour cette longue vidéo. Et puis on terminera donc ce chapitre mardi à travers cette partie 3 et on clôturera et vous aurez l'intégralité du chapitre. Merci.